de regagner le marché économique. La politique coloniale de la France a toujours été la politique, l'arme suivie des conséquences économiques qui définissent sa politique étrangère. Donc en ce moment-là, les services secrets congolais, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, ils ont paniqué. Ils souhaitaient surtout qu'il y ait les services secrets congolais qui montent approcher. Le service secret congolais monte approcher l'Union congolaise. Et c'est en ce moment-là même. Ils ont commencé à me rappeler beaucoup de choses en me posant beaucoup de questions. Comment avez-vous réussi à rentrer jusqu'ici? J'ai dit, mais vous devez être sérieux avec votre question. Ils sont allés voir le service secret français en leur disant que ces messieurs-là que vous voyez, parce que je prêtais l'oreille de loin, est dangereux pour la sécurité du président congolais. Je pense que le service secret congolais, par leur incompétence, ils sont frappés d'une forme de psychodrame qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un Congolais quelque part, ils pensent que le service secret français congolais sont revenus à un moment donné. Et j'ai dit, et je précise qu'ils m'ont kidnappé. Apparemment, le service secret français aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils me reprochent, parce qu'ils m'ont déjà dit ça à plus d'une fois. Ça dépend de ce que vous avez fait ici depuis que vous êtes dans ces pays. Les kidnappings du vendredi 6 décembre au Grand Hôtel ici à Paris étaient pour nous aussi une victoire de la légalité. Les Congolais doivent arrêter de rêver, parce que tout le monde le sait que le Congo appartient à des réseaux mafieux. Et en discutant, ils m'ont dit, écoutez, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Nous pouvons nous occuper de votre vie. On y reviendra peut-être une autre fois où vous allez nous expliquer vraiment vos motivations réelles pour prétendre quand même aller diriger le Congo. C'est pas rien. Le Congo, c'est quand même un grand pays au centre de l'Afrique qui, même si aujourd'hui peine un peu à trouver sa place, mais bon, on y reviendra une autre fois. Alors, 2 ans après, le week-end dernier, ici à Haussmann, dans l'hôtel, vous êtes venu faire quoi là-bas? Semble-t-il que là-dedans, il y avait des dignitaires africains qui sont venus en français, François Hollande. Il y avait une délégation, je dirais plusieurs délégations présidentielles africaines, qui notamment étaient à l'hôtel de la Paix Grand Hôtel, en face de l'hôtel Scribe. Il y avait, toutes ces délégations présidentielles sont venues en marge de 2 sommets. Il y avait en premier le sommet de l'Élysée, où il devait recevoir des injonctions auprès du président français. Je cite l'incompétent encore François Hollande. Et deuxièmement, il y avait un sommet France-Afrique qui devait se dérouler à Bercy sur des questions économiques, pour l'avenir économique de notre continent. Vous savez que depuis un moment, la France a perdu largement le terrain sur le terrain économique en Afrique, parce que c'est un pays aujourd'hui qui devient concurrencé par le pays de la BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, et on peut ajouter South Africa. Donc la France a voulu frapper un coup de retour aux affaires. C'est la raison pour laquelle même je pense que vous avez vu ces pays, parce que la France, toujours incapable de discuter sur les arguments, a opéré un retour en force avec le renversement et la déstabilisation de la Libye, le renversement du président Mohamed Kadhafi et la déstabilisation de la Libye, suivi la déstabilisation de la Côte d'Ivoire avec le renversement du président Laurent Gbagbo, suivi de la déstabilisation de la République centrafricaine avec le renversement du président François Bozizé. Donc toutes ces questions permettent à la France de rentrer en force pour essayer de regagner le marché économique. La politique coloniale de la France a toujours été la politique, l'arme suivie des conséquences économiques qui définissent sa politique étrangère. Donc les délégations étaient logées à l'hôtel, au Grand Hôtel. Je suis venu légalement d'abord en tant que secrétaire général de l'organisation Zemazinga. L'organisation Zemazinga, qui est une association qui regroupe des femmes africaines de toutes bords et de toutes nationalités confondues, mais aussi des femmes africaines de Caraïbes, des Antilles. Et je suis le secrétaire général de cette organisation qui est une organisation humanitaire et culturelle. Notre organisation avait le projet, a dans ses chefs un grand projet qui vise à la construction d'un pensionnat. Ces pensionnats devaient abriter à la fois une auberge pour des femmes seules et de femmes isolées, un orphelinat et un centre pour personnes handicapées. Donc, il y avait certains présidents africains de certaines délégations avec lesquels nous avions déjà pris contact et qui étaient pour nous des partenaires essentiels pour la réalisation de notre projet. Donc nous sommes venus discuter de ces genres d'aspects. Et en marge de ça, vous savez que je vous disais tout à l'heure que je suis l'un des responsables de notre mouvement Kamachaka, le mouvement pour l'Outaratibu, qui est un mouvement qui vise au socialisme africain. Et la présence d'autant de partenaires africains était pour nous une occasion pour pouvoir discuter avec ces partenaires sur les projets qui sont les nôtres. Notre mouvement Kamachaka défend la vision de la réunification de l'Afrique en 5 pays,
qui est une vision panafricaine, mais il est difficile de réaliser le panafricanisme tel que prédit ou visualisé par le feu président Kwame Nkrumah, sans pour autant aller étape par étape. Donc nous avions réfléchi qu'il fallait aller dans une possibilité d'abord réunification de l'Afrique en 5 pays. Et là, vous avez réussi justement à avoir les contacts par rapport à... Tout à fait. Et je suis rentré, comme tout bon citoyen, vous savez que personne n'est arrivé à rentrer là-bas parce que c'était sécurisé. Donc il fallait avoir une bonne raison pour être à l'intérieur. Donc je suis rentré à l'intérieur et après un moment donné, il y a eu une discussion avec la télévision iranienne. Permettez-moi, excusez-moi de parler de ça devant votre média. Et nous avions un entretien avec ces journalistes. Deuxièmement, je suis allé discuter avec certaines personnalités faisant partie de la délégation malienne avec lesquelles on a discuté. Et ils m'ont dit, le président malien et beaucoup des officiels sont allés dans un dîner à l'Élysée et qui devaient revenir d'ici peu, d'ici 1 heure ou 45 minutes. Donc je devais patienter. C'est en ce moment-là, j'étais là en train de patienter. Au moment où j'étais en train de patienter, il y avait une vieille connaissance qui est venue me voir. Il s'agit du colonel Martin Passy. Martin Passy, vous savez, il était l'un des bras droits de Kongolo Mobutu, le feu Kongolo Mobutu, le fils, le capitaine de l'armée, fils du feu président Mobutu Sese Seko. Et on discutait de manière courtoise, c'était une discussion avec beaucoup de courtoisie, où il me faisait voir l'incompétence des services secrets congolais. Il me faisait voir les failles sécuritaires qu'il y avait avant l'arrivée du cortège présidentiel, entre guillemets, de la délégation congolaise. Donc en ce moment-là, les services secrets congolais, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, ils ont paniqué. Et puis, j'étais là, en ce moment-là, aussi en train de consommer en tant que client, parce que j'étais accompagné d'une combattante, militante pour la cause africaine, avec lesquelles nous avions fait connaissance, je pense, sur la place de la République. Tout au long, il y avait l'organisation d'une manifestation africaine dénonçant la venue de beaucoup de chefs d'État africains sur le territoire français. Alors à part lui, vous avez rencontré d'autres personnes et discuté aussi avec d'autres personnes? Tout à fait. C'était un milieu où il y avait beaucoup de personnalités. Il y a eu une dame d'une association Suisse-Irlande qui m'a été branchée par l'entremise de la militante qui nous accompagnait. Donc il y avait beaucoup de discussions et beaucoup de contacts à prendre en ce moment-là. Et j'étais surpris qu'il y ait les services secrets congolais qui m'ont approché. Les services secrets congolais m'ont approché, ils m'ont salué en mon nom en disant Diabanza Emery. Vous vous souvenez de nous? Vous vous rappelez de nous? J'ai dit non, non. Non, si vous avez la mémoire fraîche, vous devez vous rappeler de nous. J'ai dit non, non, je me souviens d'aucun d'entre vous. Ils ont commencé à me rappeler mon arrestation. J'ai dit ce n'était pas une arrestation, un enlèvement orchestré par vos forces. Tout à fait. Vous êtes qui? Ils m'ont dit qu'ils sont des services secrets congolais. Donc la garde rapprochée de la délégation congolaise. Et c'est en ce moment-là, mais ils ont commencé à me rappeler beaucoup de choses en me posant beaucoup de questions. Comment avez-vous réussi à rentrer jusqu'ici? J'ai dit, mais vous devez être sérieux avec votre question. Je suis le responsable de beaucoup de mouvements. Et là, je suis ici de manière légale pour certains contacts. Et en discutant, ils m'ont dit, écoutez, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Nous pouvons nous occuper de votre vie. Occupez-vous d'abord de votre vie et nous pouvons vous aider en ce qui concerne votre vie sur beaucoup de choses. Donc c'était pour moi une approche un peu, comme vous savez, l'habitude qu'ils ont de faire. De faire des propositions. Voilà, je n'ai pas tenu compte de ça parce que j'étais là pour des raisons plus essentielles et plus importantes que ça. Donc ce n'est pas une chose qui allait me faire détourner de mes objectifs. Donc c'est en ces moments-là que le service secret congolais, parce que j'ai commencé à suivre leur mouvement, sont allés voir le service secret français en leur disant que ces messieurs-là que vous voyez, parce que je prêtais l'oreille de loin, et dangereux pour la sécurité du président congolais. Tiens bon, les officiels français sont venus me voir. D'abord, ils sont venus 4. Je leur ai montré l'illégalité de leur démarche. Ils sont répartis. Leur responsable est venu. Je lui ai montré encore l'illégalité de sa démarche. Il est réparti. Ils sont revenus avec le personnel du Grand Hôtel. Les personnels du Grand Hôtel qui sont venus, qui ont dit que non, je devais quitter le lieu. J'ai dit, mais écoutez, est-ce que vous êtes sérieux dans ce que vous êtes en train de faire? J'ai dit la raison de ma présence dans ces lieux. Et pourquoi j'étais là? Parce qu'ils étaient les officiers de l'hôtel. Je les ai expliqué la raison de ma présence dans ces lieux. Et à ma grande surprise, ils sont répartis. Ils sont revenus quelques minutes plus tard, en concertation avec
le nombre a grossi. Beaucoup de personnel de services secrets congolais et de services secrets français. Il y a eu échange jusqu'à ce que ça change. Parce que vous représentez un danger pour l'ensemble de la délégation congolaise ou africaine Je pense que le service secret congolais, par leur incompétence, ils sont frappés d'une forme de psychodrame qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un Congolais quelque part, ils pensent que je suis là pour X ou Y raison. Vous savez que moi j'ai été enlevé, comme je vous disais à Kinshasa, j'étais entre leurs mains. Ils ont décidé de ma mort et ils pensaient que j'étais mort. Parce qu'ils n'ont pas compris. Et beaucoup d'entre eux, j'ai rencontré certains services secrets ici à Paris qui m'ont dit « Comment avez-vous fait pour vous retrouver à Paris ?» Parce que le général Banza, à l'époque, m'avait dit « Nous allons mettre tes photos dans toutes les frontières de la République démocratique du Congo. » Donc c'était prévu que je ne sortirais plus jamais. Donc ils ne comprennent pas comment je me... C'est ça en fait. Ce n'est pas parce que je représente un danger pour le président africains qui étaient là ou la délégation congolaise. Mais c'est parce que, en fait, ils ne s'attendaient pas de me revoir vivant et en bonne santé. Vous savez que dans ce lieu où j'étais, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur mon corps. Vous savez les techniques qu'ils utilisent parfois pour éliminer les vies humaines. Mais aujourd'hui, je suis là. Dieu merci encore qu'ils ne m'ont ni frappé, ni violenté quand j'étais entre leurs mains. Ça, il faut le reconnaître. Mais c'est en fait ça la raison. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est en ce moment-là que le service secret français congolais sont revenus à un moment donné. Et j'ai dit, et je précise qu'ils m'ont kidnappé. Ils m'ont pris des forces mano-militaires, ils m'ont violenté. C'est une violation d'abord de la Charte européenne des droits de l'homme en son article 9, qui défend mon intégrité physique et ma personne physique. C'est une violation des dispositions constitutionnelles. C'est une violation sur les dispositions constitutionnelles de la France, qui notamment garantit la sécurité de la personne humaine et la dignité de la personne humaine et le respect de sa vie physique, mais aussi de sa vie privée, parce que j'étais dans un cadre public-privé. C'est une violation même de la constitution congolaise, de me brutaliser dans ce sens, et c'est une violation aussi du droit international et humanitaire. Vous leur avez signifié tout cela? Je leur ai signifié tout ça. Ils ont fait usage disproportionné de la force, parce que apparemment le service secret français aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils me reprochent, parce qu'ils m'ont déjà dit ça à plus d'une fois. Ça dépend de ce que vous avez fait ici depuis que vous êtes dans ces pays en France. Qu'est-ce que j'ai fait dans ces pays? Dans ces pays, moi j'ai milité. J'ai milité pour la dignité du peuple africain. J'ai milité au sein de la Tribuka. Parce qu'il était question pour nous de défendre la dignité de la personne humaine sortie d'Afrique. J'ai milité au sein du mouvement, comme je disais, Bumuntu. J'ai milité au sein de l'institution Viombo. J'ai milité et je milite pour la cause humanitaire et culturelle de l'Afrique, pour redorer les blasons culturels de l'Afrique au sein des Emazinga. Aujourd'hui, je milite pour la cause africaine et le peuple africain au sein de notre mouvement Kamachaka. Et c'est ça qui vous a été reproché en fait? C'est ça qui m'a été reproché. Le service secret français ont rajouté ça. Est-ce que devons-nous nous taire suite à ces drames qui se passent? Devons-nous nous taire et fermer les yeux suite à toutes ces violences perpétrées, à cette politique néfaste qui est menée contre nos États? Est-ce que devons-nous nous taire? Et c'est ça la raison même pour laquelle je suis en train de connaître plusieurs problèmes dans ces pays suite à tout ça. Et j'ai été kidnappé. Ils m'ont maintenu de longues heures. Ils m'ont privé des libertés. Ils ont pris mes documents. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils n'ont rien trouvé. Sauf que je suis connu de leur service pour mon militantisme. Et j'ai milité même là récemment dans le groupe, l'association DAL, droit au logement, parce que c'est un droit le plus digne de la personne humaine d'avoir un toit. J'ai milité pour des causes qui ne sont que nobles. Et c'est la raison pour laquelle ils m'ont reproché certains réseaux ou certains liens avec le PKK. Mais le PKK, c'est quoi? Le PKK, c'est un mouvement qui milite pour le droit des minorités kurdes. Le PKK aujourd'hui a un État autonome, le Kurdistan irakien. J'ai des contacts parce que ce sont des réseaux révolutionnaires qui militent pour la dignité de la personne humaine, pour la reconnaissance de la culture du peuple. Nous ne pouvons pas laisser nos cultures. Terroriste, on m'a reproché ces liens-là. On m'a reproché tous ces liens-là. Ce qui est inacceptable, que le service secret français commence à malmener des citoyens dignes qui militent pour des causes qui sont nobles. Est-ce que vous êtes un terroriste ou vous aviez le projet de faire quelque chose de mal? L'accusation la plus fortuite et la plus simple des services secrets du monde entier aujourd'hui, c'est qu'on vous qualifie de terroristes. C'est pour des raisons de sécurité que beaucoup des dirigeants aujourd'hui ont été assassinés. Vous savez que Patrice Lumumba a été qualifié simplement de communiste pour essayer de les diaboliser. Thomas Sankara a été qualifié de communiste. Nelson Mandela, devant qui j'incline encore ma tête, paix à son âme et à sa mémoire, Nelson Mandela a été qualifié de terroriste. Et aujourd'hui, les services secrets américains veulent
saper la lutte au combat noble menée par ces géants africains en disant qu'ils faisaient figure, ils faisaient partie des listes des terroristes. On y reviendra en dernière partie sur Mandela, on parlera des fonds en comble de lui, mais revenons un peu sur votre kidnapping. Ils vous ont amené au poste, vous avez été séquestré. Ils m'ont amené partout sauf dans un commissariat. Ils m'ont dit que nous allons vous amener dans un commissariat. Je vous dis qu'ils m'ont amené partout sauf dans un commissariat. Ils ont fait signe, mine et demeuré lâché. Au moment où je partais, à 4 pas, il y a eu d'autres services qui m'ont repris, qui étaient habillés en civil, qui m'ont pris dans une, je pense que je ne sais pas si c'est de Renault ou de Peugeot, de voiture familiale, teintée noire, et ils m'ont ramené. Encore, ils m'ont amené partout, je ne sais pas où, mais sauf dans un commissariat, parce que je peux quand même reconnaître un commissariat. Ça vous a fait peur? Vous avez eu peur? Je n'ai jamais eu peur de toutes ces choses, parce que je sais que depuis le jour où je me suis engagé pour la cause africaine, pour la cause de la femme noire, parce que vous savez comment est-ce qu'elle est dénigrée et détruite, parce que la femme noire, c'est l'avenir de nos nations. Lorsque vous vous engagez dans des causes pareilles pour défendre le patrimoine aussi culturel de nos ancêtres, vous êtes un ennemi juré. Vous êtes un ennemi. Qu'est-ce que vous avez justement envie de dire par rapport à tout ça? Je suis en train de voir, d'abord avec toute ma famille, mais aussi avec tous les frères congolais, congolaises, mais aussi les sœurs congolaises et les frères africains, pour réfléchir sur une éventualité de porter plainte. D'abord parce qu'il y a eu une violation de mes droits civils et politiques, de mes droits aussi privés. Porter doublement plainte contre l'enlèvement de Kinshasa, orchestré par les forces de M. Kabila Kabange Mugalu Joseph. Vous pensez avoir gain de cause déjà par rapport à... Tout à fait, mais aussi parce que cet enlèvement, j'aimerais préciser que les kidnappings du vendredi 6 décembre au Grand Hôtel ici à Paris était pour nous aussi une victoire de la légalité. Un président qui est légal fait des choses de manière légale. Ils allaient trouver des moyens légaux pour essayer de me faire sortir de là. Il n'y a pas eu de manière légale de me faire sortir. Ils allaient trouver des moyens légaux. Si réellement je représente un danger, ils auraient dû trouver des moyens légaux pour me traduire en justice. Mais c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Donc c'est une victoire encore de la légalité face au régime de Kabila qui, après ces doubles victoires, n'est aujourd'hui ni officielle ni légale. Alors ils vous ont emmené et pendant tout ce temps-là, est-ce que vous avez subi des interrogatoires? J'ai subi des interrogatoires, de longues interrogatoires. Qui qui s'orientaient dans quel sens? C'était quoi? Vous êtes congolais, vous êtes africain ou... Vous êtes de quelle origine? Vous êtes ici, vous le savez, vous avez qu'un titre de séjour. Vous n'êtes pas citoyen français. Mais pourquoi vous vous engagez à de telles choses? Les Congolais doivent arrêter de rêver. Parce que tout le monde le sait que le Congo appartient à des réseaux mafieux. Que le Congo ne vous appartient pas. Que tout le Congolais doivent arrêter de rêver et laisser les choses telles qu'elles sont. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont menacé, si tu continues. Mais mon engagement ne peut pas reculer devant les intimidations des services secrets français ou congolais. Donc cet engagement, je la continue jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas par rapport à ça. Cette lutte-là, d'éditer pour le Congo, vous n'êtes pas le seul à le faire. Il y a une communauté aussi qui est là. Qu'est-ce que vous avez justement envie de dire à la communauté par rapport à ces genres de Mon message à la communauté africaine, mais aussi à la communauté congolaise, est d'abord d'encouragement. D'encouragement, mais aussi des remerciements à toutes les Congolaises et à tous les Congolais qui se sont mobilisés durant des multiples manifestations pour essayer de faire entendre le droit le plus légitime de la souveraineté de nos États et de notre peuple. C'est lui de réclamer la vérité, comme nous réclamons aujourd'hui la justice par rapport au cas d'abord du candidat président Diaba Nzaki Banzaoko, départ Kinshasa, mais aussi ici du secrétaire général qui a été enlevé, qui a été enlevé Manu Ngouta et kidnappé par les services secrets franco-congolais. Je demande à la communauté congolaise de se mobiliser. De se mobiliser, j'ai lancé un appel. Parce que déjà, il y a eu une mobilisation de la communauté congolaise qui se sont dispersés partout, on a vu les vidéos. Pourquoi vous n'êtes pas joint à eux pour constituer une force? Enfin, bien évidemment, vous avez dit que vous étiez dans un cadre pour votre association, mais d'un autre côté, il y avait aussi d'autres Congolais qui se sont mobilisés. Il n'y avait pas moyen de faire synergie avec eux pour... Tout à fait, parce que comme je vous disais en marge, il y avait une volonté pour nous de défendre les aspirations de notre mouvement Kamachaka. Notre mouvement Kamachaka rentre dans la dynamique de combat mené par tous les Congolais, cette dynamique de la révolution, cette dynamique de changement. Et aujourd'hui, je l'ai dit clairement que je m'adjoins à toutes les forces congolaises, à toutes les forces progressistes qui veulent aujourd'hui aller dans un objectif clair, celle de la conquête légitime du pouvoir. Et je suis prêt et je donnerai toute ma personne, toute mon énergie pour conquérir légitimement le pouvoir en République démocratique du Congo. Tout au long de ma vie, j'ai tendé
et j'aspirais à la maturité. Et aujourd'hui, après tous ces événements, je pense avoir acquis la maturité nécessaire. Alors, si on revient légèrement sur la fin de votre kidnapping là, ils vous ont arrêté, ils vous ont interrogé, ils ont fait tout ça, ils n'ont pas violenté, ils ne vous ont pas frappé. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu un officier de Kabila qui a levé la main sur moi, mais j'ai barré le coup, qui a levé la main sur moi sous l'indifférence des services secrets français. Donc on peut dire qu'il y a eu de la violence. Il y a eu de la violence. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Comment s'est fait qu'ils vous ont libéré? Ils m'ont libéré après parce qu'ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien vu. Et la mobilisation de beaucoup de frères africains, de sœurs africaines, de frères congolais et congolaises, à travers des réseaux sociaux, ont fait qu'ils ont reçu le message. Parce que j'entendais, comme ça se disait, que sur les réseaux ça parle, sur les réseaux ça parle. Donc je tiens encore à remercier tous nos frères et toutes nos sœurs qui se sont mobilisés pour s'adjoindre à cette difficulté dans laquelle j'étais placé. Parce que NIT était là, je ne sais pas qu'est-ce qui allait peut-être se passer. Merci beaucoup. On y reviendra peut-être encore une autre fois pour ça. Là, alors, en dernier lieu, Rulilala, Mandela, Madiba, ça va dans tous les sens. Tout le monde se l'approprie, il y en a qui le rejettent, il y en a qui le traitent d'héros, d'autres le traitent de traître. Et alors pour vous, en tant que militant et activiste, je dirais, panafricain, qu'est-ce qui vous inspire cette personnalité de Mandela et qu'est-ce que vous avez envie de dire en ce jour particulier par rapport à sa mort et vis-à-vis de la communauté? D'abord, ce que j'aurais à dire, qui est curieux, c'est que je suis en deuil. Je suis en deuil et cet événement du vendredi 6 décembre était pour moi aussi, je pense, cette arrestation et la plupart de beaucoup de frères congolais, congolaises et africains, c'était une manière pour nous de saluer vivement la mémoire de Nelson Mandela. En ce moment où l'Afrique devait être sereine pour se recueillir devant la dépouille mortelle de ces géants de notre politique, le président français a sapé et insulté la mémoire du président Mandela en déclenchant au même moment une guerre en République centrafricaine. C'est une insulte. Et ça a gravé nos mémoires. Et jamais l'Afrique n'oubliera cet acte. À mes frères et sœurs africaines et africains, je voudrais vous dire ceci. D'abord, il faut avoir un minimum de respect et de considération lorsqu'une personne consacre toute sa vie et son énergie pour essayer d'apporter le peu qu'il a su apporter à son peuple. Au peuple africain, je dis bien, et à l'humanité tout entière. Lorsque les forces sont en combat, un général digne de ses noms, un leader digne de ses noms, c'est que la première notion d'un leader, c'est d'avoir en mémoire et la reconnaissance de la force de l'adversaire. Si vous ne reconnaissez pas la force de votre adversaire, vous n'êtes pas un bon leader et vous serez amené à sacrifier beaucoup dans vos rangs. Un général a d'abord pour mission d'éviter la mort de beaucoup de ses soldats. Et c'est ce qu'a fait Mandela. Des concessions ne veut pas dire compromission. Il y a eu des concessions parce que la lutte, elle était dure. On était en face de nous, face à un adversaire qui détenait encore l'armée, qui détenait la finance, qui détenait l'économie. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Ceux qui pensent que Mandela devait retirer l'Afrique du Sud aux Blancs et les donner aux Noirs, parce que tout ce que vous êtes en train de me poser comme question, ceux qui traitent Mandela de traître, c'est à ça qu'ils aspirent. C'est-à-dire Mandela devait chasser les Blancs. Mes chers frères et sœurs, regardons l'histoire de l'Afrique. Le président Mobutu, en 1970, 72-73, il a engagé une politique de la zaïréanisation. Cette politique a eu comme conséquence de chasser tous les Occidentaux de la terre du Zaïre et de donner les entreprises aux fils du pays. Qu'en est-il devenu du tissu économique et social du Zaïre? Vous voulez dire qu'on a tout de même besoin de ces Occidentaux? L'Afrique a besoin des Occidentaux pour évoluer? Mais lorsque le peuple n'est pas encore mûr et mature pour prendre les responsabilités, il faut attendre la formation de ces peuples. Et Mandela a fait une chose. Dans la commission Réconciliation Vérité, Mandela a permis à l'Afrique et à tout le monde de voir deux choses. D'abord, de définir les coupables. Donc, définir les coupables et de déterminer le coupable lui-même qui puisse se reconnaître, de dénoncer les faits qu'il a fait. Parce que vous ne pouvez pas juger quelqu'un s'il n'a pas d'abord reconnu sa culpabilité et s'il n'a pas étalé les faits pour lesquels il sera jugé. Ça allait être des procès bâclés et des procès de vengeance. À travers cet acte-là, qu'est-ce qu'on peut voir dans ça?
Mandela nous a permis de connaître qu'un tel était coupable, un tel a fait ceci. Mais la commission réconciliation et vérité n'est pas la justice. On peut bien appliquer une justice après, en ayant en notre possession tous les éléments des gens qui ont avoué leur culpabilité et qui ont dit les événements et les atrocités qu'ils ont commis. Donc c'est la continuité de l'histoire. Est-ce que Mandela vous a inspiré quelque part dans votre combat? Vous saviez, ce que je peux retenir du combat de Mandela, c'est que la détermination d'une personne humaine est capable de faire renverser des forces aussi puissantes qu'elles soient. Autant de puissance financière, militaire, peut être renversée seule par la détermination d'une personne. Ça, c'est ce que je retiens de fort dans la lutte menée par Madiba. Ces gesticulations, tous ces, entre guillemets, grands de ces mondes qui se sont mobilisés pour, je dirais, rendre hommage à Mandela par rapport à son combat et quelque part essayer de se l'approprier comme si que, voilà, celui-là a aussi fait pour nous et pourtant il est loin d'être comparable. Bon, Nelson Mandela, c'est un peu une personnalité spécifique. En parlant d'abord de grands de ces mondes, entre guillemets, comme vous les avez énumérés, je dirais que dans la tradition africaine et dans les cultures qui sont le nôtre, Bumuntu, que le président Mandela, vous le saviez, lui-même était l'un des ambassadeurs de Bumuntu, qu'il appelait dans le paradigme de l'autre côté Ubuntu. Bumuntu, Ubuntu. Donc vous voyez que c'est l'un des ambassadeurs de valeurs culturelles et identitaires qui sont les nôtres. Dans nos traditions et dans nos valeurs, lorsqu'il y a décès, on reçoit tout le monde. Donc il envoie de soi que toutes les personnalités qui se sont rendues dans ces lieux soient les bienvenues pour pleurer avec nous Madiba. Mais c'est l'approprié, je pense qu'ils pourront tout faire. On ne s'approprie pas de Mandela. Si on veut comprendre Mandela, il faut d'abord rentrer dans ces processus d'humanité dans lesquels il est Bumuntu ou Ubuntu, pour demain aussi rayonner et changer notre vision de l'humanité et de la création. Mais en ce qui concerne, par exemple, le niveau aujourd'hui qu'a atteint Mandela, je dirais que Mandela n'est plus simplement un patrimoine pour les Africains. Mandela devient un patrimoine pour l'humanité. L'humanité tout entière doit s'inspirer de la personnalité de cette grande personne et de sa dignité pour que on aille demain dans des bases qui sont nouvelles pour notre humanité, pour notre monde. Une base de cohabitation dans le respect et la considération de l'identité de tout un chacun. Quant à comparer, est-ce qu'il peut être comparable aujourd'hui? À comparer aujourd'hui Mandela, je dirais que doublement Mandela, au-delà d'un homme politique, c'est un être spirituel. Vous avez vu, après ces 27 années de prison et en sortir sans rancune, ça c'est pas de la politique. Donc c'est encore une autre dimension. Accepter que ceux-là qui ont versé le sang de nôtre restent dans ces pays pour vivre avec nous, c'est encore une autre dimension. Il est vrai que cet acte-là, justement en parlant de tous les pays du monde, je vois aucun pays du monde ne peut accepter ça. On a vu aujourd'hui, quand on parle de toutes ces guerres qu'il y a, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, et puis pourtant, tout de suite on reporte, on casse tout. Mais il a été quand même exceptionnel cet homme face à toutes ces raisons, de dire des bonnes raisons de faire quelque chose, mais il n'a rien fait. C'est pourquoi je vous disais qu'il est c'est un cas un peu exceptionnel parce qu'il a réussi de vaincre deux choses, comme je l'ai dit souvent, la rancœur et l'esprit de la vengeance. Et là, ça touche le cœur humain. Ça touche le cœur humain, pardon. Commencer à réparer le cœur d'une personne humaine, c'est les espaces divins, ça. Changer le cœur de gens, c'est les espaces divins. Vaincre la rancœur et l'esprit de la vengeance. Vous pénétrez dans le mystère, dans l'entité secrète de la personne humaine. Et là, ça les rend exceptionnels. Donc le temps, peut-être nous dira qui pourrait être comparé à Mandela. Le temps peut-être nous le donnera. Mais en ce qui nous concerne personnellement, je dirais aussi, je m'engage. Et la mort de Mandela est pour moi une consécration véritable dans cette lutte. Et je commencerai là où il s'est arrêté, notamment sur les questions de la justice. Nelson Mandela a souhaité, tout au long de sa vie, surtout dans les dernières heures de sa vie, de sortir l'Afrique du système judiciaire occidental pour s'inspirer de notre propre système de justice. Et c'est ce combat aujourd'hui. À quoi exactement? C'est quoi la différence? Prenez cette inspiration-là avec l'histoire du génocide rwandais, les Kachaka. Les Kachaka qui étaient une forme de justice africaine qui a résolu le problème sans mettre en place
la vengeance, que tel est arrêté, privé des libertés et diviser la société. Il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants dans une justice. C'est cette conception-là de la justice. Et c'est là que commence ma lutte. C'est là que j'ai aujourd'hui envie de vous dire sur quoi je consacre ma vie, sur cette lutte pour la dignité de l'Afrique véritable. Alors, M. Diabanza, merci beaucoup. Merci. Babombela biso ebele moto moyindo tilelo aza aveugle oya yeye aboyi ya benyango bondoki ya bapaya yango ye alati tobungi nzela ntongo sietani biso se na pongi nzela tozokende moninga eza nde molili kongole aboya ye alobi ya kozala lokola mondele wabinati kongenge nazoloba mpona bilenge oyo babungi nzela tobunda nde mpona ekolo mwana kongo kumisa monoko na yo moko elika na nkolo nde kongo ekokende liboso molakisi tangisa bana mibali mpe ya pasi lingala chiluba to swahili na kelasi na lobi na komi oyo ntango ekoki mpe kongo ebeti tobelemi mpona kokoma makomi ya kongo nati mundele azoyemba im na monoko na ye biso te yebisanga mpona nini nakoma koregrete soki natangaka na lingala me nakoma lelo na comprena kuve bien te po batangisanga na monoko nanga te yaya yango tolala okoma lelo na pasi ekonanga lamuka ntango vraiment esili